Clermont-Ferrand, au pied du Puy-de-Dôme, au milieu des volcans éteints. C'est dans ce incomparable autour des cratères de Charade et de Grave-Noire que se dessine le circuit automobile international de montagne. Cette route aux 100 virages a été spécialement construite pour offrir aux fervents des sports mécaniques une piste d'essai de premier ordre et au public un spectacle extraordinaire. Rendons hommage à ceux qui ont compris l'intérêt touristique, M. Perroni, préfet, le Conseil général du Puy-de-Dôme, les municipalités de Clermont et des communes intéressées, et adressons nos félicitations à ceux qui l'ont conçu et réalisé, l'association sportive de l'Automobile Club, l'Automobile Club d'Auvergne et les Ponts et Chaussées. Dans une demi-heure, le départ sera donné à 58 voitures de toutes catégories qui, pendant 3 heures, se disputeront les premières places devant 50 000 spectateurs. De nombreuses personnalités avaient tenu par leur présence à manifester leur sympathie pour ce circuit. Monsieur de Liedekerk, président de l'Automobile Club de France, Monsieur de Peyrimov, président de la Fédération des sports automobiles, Monsieur Boucoiran, directeur général du tourisme, Monsieur Rumpler, directeur des routes, et bien d'autres. Et voici au stand des coureurs, Willy Mérès dans ses derniers préparatifs. La Ferrari rouge 88 de Trintignant, côte à côte avec son principal adversaire Jean Debien. Il y a aussi au départ Da Silva Ramos, Perrin Orville, José Berra qui pilote une Porsche et qui devra lutter avec les Lotus, voitures anglaises de 1100 cm3 qui seront conduites par Vidi et Irlande et sur lesquelles les mécanos font les derniers réglages. Pendant que Guichet ravitaille, Stager place son Alfeo. Plus loin, les B, les Renault, les Alpines, les Panhard, les Bristol, les Triomphe. Monsieur Roche, qui assume la responsabilité de la course, réunit aussitôt les pilotes pour leur rappeler le règlement et leur donner ses instructions pour le départ. Reconnaît très attentif Vidi, Trintignant, Guichet, Monrès, Michy, Condrier, Vinatier. Et pendant que la voiture balai va faire un dernier tour, un cordon de gendarmerie évacue la piste. Tout est prêt pour le départ. Les voitures multicolores sont rangées en épis dans l'ordre temps aux essais. Les pilotes ajustent leurs casques et leurs gants et vont se placer dans le petit cercle qui fait face à leur voiture. C'est l'instant solennel du départ. Le directeur de course lève son chapeau. Attention! Mérès, qui est parti le premier, est sauté par Jean Debien dans la ligne droite. Et c'est lui qui est en tête à la courbe de Charade, talonné par la meute des Ferrari. Mérès, Trintignant, Guichet, Orville, Pertin, une Alpha, la Lotus d'Irlande. Et tandis que les premiers sont déjà dans la descente, les autres s'égrènent encore au grand balcon. Mais Jean Debien débouche à Grave-Noire à 150 km/h, suivi de Mérès, Trintignant, Guichet, Orville, une Alfa Romeo qui s'est faufilée. Et Irlande, qui a l'air de s'accrocher au Ferrari malgré sa petite cylindrée. Pendant que nous suivions ces voitures, la 42 a quitté la route dans le virage et s'est retrouvée en tête à queue sur le talus. Pas trop de mal, de la tôle froissée, quelques coups de poing, et il pourra repartir. Mais Jean Debien est déjà Champeau, suivi de Mérès, et il aborde les virages en S avec une certaine lourdeur. Les virages sont courts, il n'est pas à son aise avec sa Ferrari, et il ne peut employer toute la puissance de sa voiture. Moi, l'épingle de tête est négociée en seconde, et les voitures s'éparpillent déjà avant la fin du premier tour. Nous sommes maintenant à l'épingle rosier, juste avant les tribunes. Qui va passer le premier? C'est Jean Debien qui essaie de distancer ses camarades d'écurie et qui aborde la ligne droite des tribunes en faisant hurler son moteur. Il est suivi de Mérès et de Trintignant. À Charade, Picard 78 a eu des ennuis avec le talus. Une marche arrière dangereuse et il va reprendre la bonne direction. 3 coups de balai pour la sécurité.
Et Vidi débouche de la passerelle abordant la descente avec sa Lotus métallisée qui colle à la route d'une façon remarquable. Il rattrape Picard qu'il dépassera avant Grave-Noir. Mais que se passe-t-il? Picard range sa Ferrari dans une carrière, personne n'a le droit de l'aider. Il descend vérifier ses roues qui ont dû souffrir dans le talus. Non, c'est un amortisseur et Picard sera handicapé. Il gronde encore au loin, au grand balcon, les petites cylindrées mènent bon train. Panhard, DB, Alfa Romeo, Bristol se doublent et s'étirent. Elle tourne à 95 de moyenne. Mais voilà Guichet, 74, qui retarde et fonce à mort dans la descente de Charade. Y a-t-il du mal? Un commissaire se précipite? Non, tout va bien si l'on peut dire et Guichet repart. Les virages sont très dangereux, les freins sont chauds. Guichet évolue avec aisance sur son Alpine en négociant ses virages à près de 100 à l'heure. Nous retrouvons les voitures de tête au grand balcon, indifférentes au magnifique panorama sur Clermont et la Limagne. Jean Debien, grand pilote, mène le train avec vigueur. Il a le circuit en main, ses dérapages sont bien contrôlés, il descend à près de 120. Trintignant le suit, il a sauté Mérès. Il est suivi de Mérès et d'Irlande sur 50 sur sa Lotus verte qui est maintenant en 4e position et qui a gagné 6 places depuis le départ. Au grand balcon, une voiture retournée, le pilote est blessé. Un commissaire court au téléphone demander une ambulance. Un Champeau, autre accident, l'appendice des Mars est fracassé. Service de sécurité alerté. Le docteur Bidet de l'hôpital, cependant qu'un gendarme en communication avec l'hélicoptère de secours. Les ambulances partent sur le circuit, les commissaires sont alertés de poste en poste. Ordre est donné de sortir les drapeaux blancs, ce qui veut dire pile une ambulance est sur la route. Le commissaire de proche en proche assure ainsi la sécurité de la course. Les blessés sont pris en charge et ramenés au poste de secours pendant que l'hélicoptère qui surveille les opérations s'approche de l'aire d'atterrissage prévue aux tribunes derrière les stands de ravitaillement. Le pilote, qui a reçu les soins d'urgence au poste de secours, est amené vers l'hélicoptère et le brancard est amarré dans le compartiment prévu de chaque côté de la cabine. Dans quelques minutes, le blessé sera à l'hôpital, en plein centre de Clermont. Pendant ce temps, la ronde continue au grand balcon. Sur 58 voitures au départ, il en reste 40 en piste. La descente de Charade éprouve les freins et les boîtes, et beaucoup n'ont pas résisté. Nous retrouvons Jean Debien au pont de tête. Il est toujours en tête. Il aborde l'épingle en seconde à plein régime. Trintignant le suit de près, menant sa course sagement, mais avec régularité. Et c'est Tante qui passe le 3e. Il a sauté Mérès au dehors et peu un peu du terrain. Si la mécanique ne casse pas, ce jeune pilote anglais promet une belle course. Il a donc devant lui Trintignant 88 et Jean Debien 76 qui poussent de plus en plus. Au poste de chronométrage, dans le bruit assourdissant des passages, les voitures sont pointées à chaque tour, les temps sont notés. 72 4 18, 12 24 46, 88 4 19, 50 4 17, 72 4 20, 80 4 18, 70 4 21, 52 4 23. Au centre de tête, bourré d'un public passionné, les paris sont ouverts. Il y a 2 heures que les voitures tournent, où en sommes-nous? Les Ferrari bouclent autour de 110 de moyenne, mais elles sont attaquées par Irlande et sa Lotus. Les 1500 tournent à 98. Les petites cylindrées se défendent très bien. On annonce Michi à 94, Loro à 98. Mais de nouveau, voici les voitures de tête. Jean Debien vient de passer Champeau en 3e, et il est déjà au pont de tête. Trintignant le suit à 100 mètres, sans forcer. Un coup de seconde, et il arrache sa Ferrari pour sortir du virage, utilisant au maximum la puissance de sa voiture. Trintignant, toujours accroché à la même technique. Et Irlande, qui a une voiture plus légère, gagne dans les virages ce qu'il perd en puissance dans les lignes droites. Il colle Trintignant, qu'il va essayer de sauter avant les tribunes. Et Irlande est passé aux tribunes en 2e position. Il va maintenant attaquer Jean Debien qui a cependant une bonne avance sur lui. Il déclenche la bagarre. Trintignant, mordu, s'accroche à ses roues et Mérès commence à prendre des risques redoutables. Dans Charade, Irlande allume ses phares, annonçant à Jean Debien son désir de le passer. Jean Debien, certes, est un pilote de grande classe, très audacieux, mais sa Ferrari est un peu lourde. Irlande, léger, fin pilote, très calme, négocie ses virages à bout de bras, bien assis dans son baquet. Il gagne quelques centimètres à chaque courbe. À l'épingle rosier, Jean Debien le sent derrière lui, freine au plus juste, coupe sec, cisaillant sa direction.
Irlande très calme, a l'air de glisser. L'un a la puissance, l'autre la légèreté. Derrière, c'est la corrida. C'est l'instant passionnant de la course. Le duel est inévitable. Qui va gagner? Vous savez que 3 heures. Dans quelques instants, nous allons monter. Irlande, qui a passé jante bien juste avant les tribunes, fonce maintenant dans la descente de Charade, suivi de la meute des Ferrari qui prennent des risques de plus en plus grands. Comme si un aiguillon les avait piqués, les Ferrari, les Bristol, les Triumph font crier leurs pneus. Il reste 40 minutes de course et les jeux ne sont pas encore faits. Irlande, qui a poussé son moteur, tiendra-t-il le coup? Et jante bien un dernier mot. À Grave-Noir, après avoir débouché à 180 à l'heure, elles attaquent la montée de Champeau. L'alternance bien dosée des virages, des droites, des côtes, des descentes donne à chacun chance. C'est le grand avantage de ce circuit d'Auvergne. Il reste 30 voitures en course, et si les performances des petites cylindrées sont excellentes, elles ne font qu'au côté spectaculaire des grosses voitures. Mais accident. C'est le numéro 22, Bartoloni, qui en débouchant de Grave-Noir a buté le talus et il s'est retourné. A fait 100 mètres sur le dos et s'est enflammé. Le service de sécurité, prêt en quelques secondes à étouffer l'incendie, et Bartoloni est extrait de sa voiture avec peu de dommages. Une épaule déchirée, quelques égratignures. Le poste de secours n'est pas loin, juste en bas de Grave-Noir. Il ne reste plus au commissaire qu'à basculer la voiture sur le côté pour dégager la route. Au-dessus de Champeau, Irlande a passé Pertin et jante bien qui suit est maintenant à 200 mètres. Il semble qu'à ce tour, il ait pris un peu de retard. Irlande, qui a gagné de plus en plus de terrain, va passer les tribunes avec la régularité d'une montre. Mais qu'y a-t-il? Jean de Bien ralentit. Il va s'arrêter à son feu arrière endommagé, il est allé au talus. Et il a besoin d'essence. Dommage. Irlande, qui n'a pas eu le temps de s'en apercevoir, ne ralentit pas son allure. Il sait qu'il reste encore 25 minutes. Mais la mécanique tiendra-t-elle? Car c'est là le but de la course. On n'économise pas le moteur, on n'économise ni les freins, ni les boîtes, ni les amortisseurs, ni les pneus. Il faut que tout tienne pendant 3 heures à ce banc d'essai impitoyable. Le pilote aussi doit tenir. Avec adresse et intelligence, la victoire ne résulte que de la bonne harmonie de ces deux éléments, et chacun le sait bien. Mais Jean de Bien est reparti. Et pour rattraper les quelques secondes d'arrêt, fonce à mort sur un circuit qu'il a maintenant parfaitement en main. Il va réaliser ainsi le meilleur tour à 115 de moyenne et essayer de rattraper Trintignant, qui a pris la 2e place au classement général. Mais Trintignant, stimulé par Irlande qui le précède, aiguillonné par Jean de Bien, cherche à maintenir sa place. 180 heures à la montée de Champeau. Et il aborde les aises qui précèdent le pont de Telle. Saute 3 concurrents à la fois et enfonce l'accélérateur, emmène le paquet dans les épingles. À 500 mètres derrière, Jean de Bien fait le maximum. En 2 tours acrobatiques qui prouvent sa grande classe, il a repris des secondes à Trintignant qui le talonne durement. Mais pourra-t-il passer? La lutte entre les voitures de tête est de plus en plus spectaculaire. Le public de plus en plus passionné. Et voici le dernier tour. C'est Irlande qui débouche de Champeau. Il a 200 mètres d'avance sur Trintignant. Il ne lâche pas le pied pour cela. Sportif, il l'est jusqu'au bout. Et il escalade les épingles au maximum du régime de son moteur. Il rattrape la Lotus de Vidy, son camarade d'écurie, et par coquetterie sans doute se présentent ensemble à la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule, devançant Trintignant, qui a mené sa course avec mesure, et bien malchanceux, mais qui a fait une remontée étourdissante dans les dernières minutes.
Inès Irlande, sur sa Lotus verte, est le grand vainqueur de cette épreuve. Il a parcouru 328 km en 3 heures, soit à la moyenne de près de 110 à l'heure. On lit sur son regard sa satisfaction d'avoir remporté les 3 heures d'Auvergne. Les gagnants de chaque catégorie sont très entourés et donnent leurs impressions sur la course et sur le circuit qui a conquis d'emblée les techniciens et les pilotes. Félicitons ceux qui en ont eu l'idée. Félicitons ceux qui ont eu l'idée de placer cette belle route dans le site remarquable des Volcognes, à 2 pas de Clermont-Ferrand. Félicitons les organisateurs et tous ceux qui l'ont réalisé. Bravo Irlande, Trintignant, Bérin, Vinatier, Laureau. Bravo, brillant vainqueur de cette magnifique épreuve d'avenir. Sous les oriflammes bleues et rouges aux couleurs de l'Automobile Club d'Auvergne, 35 000 personnes sont massées dans les tribunes du circuit de Charade. Inauguré en 58, il a conquis d'emblée une des premières places dans les compétitions sportives. Nous sommes en 59, le 26 juillet, et dans quelques minutes aura lieu le départ du Grand Prix international Formule 2. Si le public est nombreux sur les tertres, c'est que le plateau des pilotes est remarquable. Et voici le 18, John Campbell-Jones, sur Cooper Climax. Le 28, Jean Béra, le téméraire, conduit sa voiture spéciale Porsche Béra sur la ligne de départ, cependant que Halford, numéro 4, essaie sa Lotus. Tim Parnell, britannique, numéro 6, sur Cooper, et Bob X, 36, sur Lotus, va sur la ligne. Voici le 22, Tony Marsh, sur Cooper Climax, et le 8, Henry Taylor, également sur Cooper. Toute cette activité, cette fièvre qui précède le départ est ressentie par le public qui s'intéresse à tout ce qui se passe en face au quartier des coureurs. On amène la voiture de Bueb, numéro 10, sur la ligne de départ, cependant que le numéro 16 est aussi amené, c'est la voiture de Trintignant, vainqueur à 58 à 123 de moyenne. Et voici le numéro 14, Sterling Moss, est là aussi auréolé par ses succès personnels depuis la retraite de Fangio. Il a tenu lui-même à pousser son bolide avec ses amis les mécanos, qui ont fignolé sa Cooper bourgoide. Et il va la ranger sur la première ligne de départ à côté de la Lotus 38 de Graham Hill. 28, Béra est en place, prêt à lutter avec son rival. Cependant que la 44, Cooper jaune de jante bien, qu'il est inutile de présenter à Clermont-Ferrand. Et voici le maître, Toto Roche, président de l'Automobile Club de Reims, qui avec autorité, drapeau en main, surveille le départ qu'il va donner dans quelques instants, pendant que Sterling Moss donne à Henry Taylor, son poulain, les derniers conseils. Voici le 20 à Richel, un peu en retard. Au départ, Toto Roche stimule les gendarmes et les envoie déblayer la piste. En tête, le 12, Bristow, 38, Graham Hill, le 14, Moss. Et c'est la mise en route des moteurs. Chaque voiture est poussée et rétrograde sur la ligne de départ. Les coups d'accélérateur se font pressants. Les moteurs sont chauffés. La minute qui précède le départ est suivie avec attention à la tribune d'honneur où l'on reconnaît M. Perroni, préfet, et Pierre Pinjot, président de l'Automobile Club d'Auvergne. Encore quelques secondes, et M. Roche lève son drapeau, ils sont partis. Bristow en tête, suivi de Moss, McLaren, Grégory, Jean Béra, Hill, Campbell-Jones. Et c'est la ruée sous la passerelle des tribunes, moment impressionnant dans un bruit infernal, dans un roue d'en roue vertigineux. Au grand balcon, le 12, Bristow est en tête, suivi de Moss, Taylor, Shell, Béra, qui a fait un mauvais départ et qui, avec audace, va essayer de sauter des places, jeu dangereux dans les premiers tours où les voitures n'ont pas encore eu le temps de s'étirer le long du circuit. Et voici le 12 en tête devant Sterling Moss en montant les épingles de tête, suivi de Jean Bérin qui saute des places. Le premier tour est bouclé en 3 minutes 50, soit 125 de moyenne. Mais le 16, Trintignant, s'arrête à son stand. Une panne de moteur.
Puis c'est le 22, Tony Marsh, qui aussi s'arrête pour une mauvaise alimentation. Les autres sont passés. Et en attendant leur retour au deuxième tour, on peut, des tribunes, admirer, flambant neuf, le quartier des pilotes qui s'étale le long de la ligne de départ jusqu'à la tour de contrôle, où sont rassemblées les liaisons avec les commissaires égrenés le long du circuit, les services de sécurité, la presse, le poste de chronométrage et la tour, où le speaker peut suivre 3 km de route et donner au public les positions des voitures. Au grand balcon, c'est toujours Bristow qui est en tête, suivi de Sterling Moss. Berra suit derrière Hill, ensuite Jean Debien. À Grave-Noir, même position. Cependant, Moss vient de dépasser Bristow, juste avant les épingles de Ted. Et maintenant, il prend la première place devant Bristow qui n'en peut pas plus. Le 28, Jean Berra a remonté des places et est maintenant en 3e position. Gregory et McLaren se livrent un match redoutable. Roue dans roue, en prenant des risques. Au virage au Rosier, c'est le 14 qui passe en tête, mais maintenant Berra est en 2e position et il va essayer de talonner son rival Sterling Moss. Gregory et McLaren, toujours roue dans roue, continuent de se livrer un duel farouche. Mais Tony Marsh est reparti et le voici maintenant qui arrive au grand balcon et qui va essayer de rattraper le retard qu'il a pris dans la remise en route de sa voiture. Mais voici le 10, Bueb, en retard, suivi de Trintignant, qui fonce au grand balcon. À Valcharal, et comme des bombes surgissent à Grave-Noir, mais Bueb vient de manquer de virage. Il a buté le talus sous les pieds de notre caméraman, qui est éclaboussé d'essence et de cailloux. Il a été projeté hors de sa voiture. Pendant que le service incendie asperge le bolide de mouches carboniques, les gendarmes sont là pour évacuer le blessé inerte. C'est très grave. Bueb, brillant pilote, ne résistera pas à ce coup mortel. Taylor et McLaren, roue dans roue toujours. Et enfin, Jean Debien, pour lequel c'est la première course en Formule 2 et qui n'a pas l'air de bien tenir sa voiture. Ah non, il n'est pas suivi de Berra. Berra vient de s'arrêter au stand des coureurs. Berra, parti en retard, il avait réussi à remonter le paquet avec cette témérité extraordinaire qu'on lui connaît. Et qui lui coûtera la vie 8 jours plus tard à la Vus à Berlin. Mais là, il est obligé de s'arrêter pour une panne. Mais le voilà qui est maintenant reparti. Et qui fonce dans la descente de Charade. Derrière Sterling Moss qui a tout de même une grande avance sur lui. Les spécialistes sont sur le circuit. Au talus de Grave-Noir. Mais si la voiture est brisée, le pilote est sorti indemne.
La Porsche de Beaufort fait un arrêt à Grave-Noir et attend un passage possible. Le rythme de la fin de course est rapide. Moss a bouclé en 3 minutes 48, soit près de 127 de moyenne. Les spécialistes sont sur le circuit. Et c'est ainsi qu'on peut rencontrer et stager 2 chronos en main qui suit avec le coup d'œil du professionnel et évalue les capacités de chacun en connaisseur. Le 14 passe toujours en tête aux épingles de Ted. Prend ses virages avec une main de maître. Cependant qu'en bas, au virage de Ted, le 8 et le 40, Taylor et McLaren se livrent toujours leur poursuite. Voici le 20, Harry Schell. Harry Schell, dont c'est aussi une des dernières courses qui se tuera en septembre en Angleterre. Berra, qui est reparti, a pris quand même du retard. Et aux tribunes, le public debout attend le dernier tour. Toto Roche, drapeau en main, se prépare au signal de fin de course. Et c'est Moss qui le premier passe la ligne d'arrivée, gagnant en 1 minute 41 le Grand Prix d'Auvergne Formule 2, suivi de Henry Taylor en 1 minute 42, McLaren, Gregory, Jean Debien, Graham Hill, Campbell Jones, X, Parnell et enfin Jean Berra, qui n'a pas pu remonter le retard de sa panne malgré son audace. Cette fameuse audace qui lui coûtera la vie 8 jours plus tard. C'est malheureusement le sort de ces fervents, de ces as, et on ne peut vraiment que le regretter. À l'arrivée, les voitures vont vers leur stand, cependant que le 14, Sterling Moss, est parti faire un tour d'honneur, et il s'arrête maintenant après son tour d'honneur sur la ligne de départ. Le God Save the King retentit, la foule se précipite, les reporters sont là pour enregistrer la belle image. La radio, télévision est aussi là, et c'est ainsi qu'on peut voir, autour d'un public passionné, autour des fervents, autour des mécanos, des organisateurs, en rouge, à côté de Sterling Moss, Tully Franklin, la radio-télévision française, qui ne le lâche pas. Et qui, dès que le God Save the King va s'être arrêté, va lui demander, Sterling Moss, quelles sont vos impressions? It's the best in the world. C'est le plus beau circuit du monde. Et c'est sur cet avis flatteur, mais autorisé, que le Grand Prix d'Auvergne a conquis définitivement sa réputation internationale.